Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue dans le Mur des légendes, un mur des légendes consacré à un joueur brésilien, un joueur qui est resté quand même un certain temps à l'AS Monaco, mine de rien, en tout cas eu égard à l'époque, et qui aujourd'hui, même encore, fait les belles heures de Liverpool. On va donc parler aujourd'hui de Fabinho, et puis bien sûr la distribution, le casting habituel, Boris et Rome. Bonsoir messieurs. Et bonsoir Damien et bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Alors, Fabinho, petit Fabien, comme dirait un certain Daniel Riolo, on s'en souvient. Du coup, pour Moutinho, c'est moins flatteur. Petit mouton. Ouais, ou petit mou, je sais pas. Petit moutin. Petit mutin, ouais. Voilà, c'est mignon, petit mutin. En tout cas, Fabinho, du coup, donc joueur arrivé en 2013, au moment de la remontée en Ligue 1. Joueur qu'on n'attendait pas forcément, en tout cas qu'on découvrait à l'époque, puis 2013, donc il arrive, alors il a un petit CV entre guillemets, il est passé quand même par un grand club, notamment le Real Madrid, où il a été prêté pendant une saison. Il a joué qu'une seule rencontre, mais oui. Voilà, il avait quand même porté au moins la tunique des merengues, en attendant peut-être qu'un autre ancien monégasque la porte lui aussi. Ou peut-être deux, qui sait. Oui. On verra. À moins que l'un d'entre eux rejoigne justement Fabinho à Liverpool. Nous verrons bien. Ou peut-être, si ça se trouve, tout cela est déjà réglé, j'en sais rien. Si ça se trouve. Dans la foulée de la finale. Voilà. Ça serait sympa. Et il peut jouer au Real Madrid équipe A, mais il avait joué avec l'équipe B qui du coup... Ouais. Alors, je sais pas cette année-là s'ils étaient en deuxième, en troisième division et qui naviguent souvent dans ces échelons-là, un peu supérieurs quand même à ce qu'on peut avoir en France en tout cas au niveau des équipes réserves. Donc voilà, en tout cas, on a un latéral droit qui arrive à l'époque. Alors, on savait déjà, Rome, qu'il avait été plutôt milieu défensif de formation, mais voilà, on nous l'avait recruté en tant que latéral droit, et c'est vraiment là où d'ailleurs il va commencer à évoluer. Ouais, c'est toujours pareil, ce fameux Mercato XXL de 2013-2014 dont on a forcément beaucoup parlé il y a quelques émissions avec Falcao, et il y avait toutes ces têtes d'affiche, les Rames, Falcao, Moutinho, même Kondogbia, il y avait les anciennes gloires, des Toulalan, Abidal, et puis au milieu de tout ça, il y avait Fabinho, joueur prêté par Rio Ave, qui, comme tu l'as dit, il avait déjà prêté 2 ans à Madrid. Première année à la Castilla, correct, mais très, très clairement chez les pros, il n'avait pas passé le cap, mais on avait clairement besoin d'un latéral droit, parce qu'en fait, en Ligue 2, on jouait essentiellement avec, je sais pas, il y avait du Radji, non? Qui jouait beaucoup à ce poste-là. Ouais, Kagan-Mara, mais qui est du coup, enfin, je sais pas, moi je dis Marreur, mais moi après, je sais pas. Kagan-Mara mais aussi. Du coup, on avait besoin d'un latéral. Par contre, oui, c'est clairement pas le poste où on avait décidé d'envoyer le pognon, alors qu'on en avait mis à peu près partout. Et c'est vrai que sur ce poste-là, on était resté plutôt soft. Et au milieu de tous ces grands noms, Fabinho, en fait, on n'en parle pas trop. Enfin, il fait partie de la liste, mais alors il est quasiment tout en bas. Et au final, le futur va nous montrer que il est quasiment tout en haut au final. Donc ça peut aller vite. Et des très grands joueurs qu'on a signés très chers vont laisser une trace plus ou moins grande de par leur niveau ou de par leur longévité. C'est même souvent de par la longévité. Mais lui, par contre, il va s'inscrire dans le projet à
à long terme et via un prêt, via même un second prêt. Hein, on en parlera forcément, mais c'est vrai qu'il va quand même être prêté 2 ans de suite. C'est assez rare, parce que c'est pas un prêt de 2 ans, c'est vraiment un renouvellement de prêt de la part du club portugais. Ouais, d'ailleurs, même on se Bizarre. Bizarre, il y avait Bizarre. peut-être un Campos. certain Jorge Mendes dans l'histoire. Ouais, c'est Bizarre. pas très régulier quand même. Au final, Ouais. au final, on l'achètera au bout de ces 2 années de prêt et pas si cher visiblement. C'était une Ah, indemnité de transfert qui tournait à peu près autour de 6 millions d'euros si je me souviens bien. Donc c'est vrai moins que cher c'est qu'Aoulou, hein. ah oui C'est oui beaucoup moins cher qu'Aoulou. ah oui non, il y Alors avait pas photo. qu'il avait connu la Ligue. Enfin, c'était à la hauteur de ce qu'il avait montré sur ces 2 saisons. Ça, il commence déjà, il attaque. C'est Mais alors, parti. justement, les 2 premières saisons, on peut en reparler, hein, mais c'est vrai que moi, je me rappelle d'un joueur. Alors, c'est vraiment les 5-6 premiers matchs de la saison. Donc, il faut revenir avec Ranieri. On avait à l'époque Ocampos et Carrasco qui étaient sur les côtés. Même Rames n'était pas forcément parti comme un titulaire sur ce début de match. On avait des côtés en feu et on a un Fabinho qui arrive sur ses 6 premiers matchs à peu près, dans cette zone-là à peu près, début de saison, qui fait un début de saison très très convaincant. Et moi je me souviens, mais super, on a un latéral offensif, voilà, il a du ballon, ça se voit, donc j'étais plutôt content. Et puis après, Boris, passé la surprise agréable, on a vu un joueur dont les performances ont, je dirais, un petit peu stagné. Oui, en tout cas, vraiment à ce poste, et puis on va y revenir, hein. Il y a eu un peu de carrière pour Fabinho, je pense, à l'AS Monaco. Effectivement, des débuts enthousiasmants qui, pour moi, resteront les seuls bons moments, en tout cas à ce poste d'arrière droit, spécifiquement, où il va devenir un joueur à peu près fiable, à peu près régulier, mais jamais transcendant, jamais. On a vraiment perdu, je trouve, à partir de là, le Fabinho latéral un peu offensif, qui apportait des choses dans le jeu, dans la création, comme jusqu'à nos jours, hein, on peut avoir avec du Caio et du Vanderson. Et on a eu plutôt le défenseur latéral un peu terne, un peu, voilà, je dirais, Fabinho faisait du Fabinho, hein, à ce moment-là, pour reprendre une expression assez habituelle chez nous. Il va même perdre sa place, hein, à un moment donné, au profit d'un Radji, et pas forcément à tort, hein. Il y a eu une petite alternance qui se met en place à ce moment-là aussi. Donc voilà, l'effet de surprise vite un petit peu douché. Alors je me souviens même pour dire qu'à l'époque je m'étais un peu, je crois que c'était un débrief sur l'époque sur ASM Foot. On avait fait ça sur le port après un Monaco Paris. On avait, je crois, fait 1 partout ou 0-0, je sais plus. Match qui s'était déroulé à peu près au mois de février ou quoi, et je me rappelle, je m'étais un peu pris de bec avec Selim justement à l'époque parce que lui il trouvait que c'était presque la 8e merveille du monde et que bon, j'étais pas du tout de cet avis justement. J'étais un peu de cet avis comme toi, Boris, qu'on avait eu un joueur finalement fiable, correct, mais qui démontrait pas un véritable éclat en fait. D'autant qu'il y a eu, c'est aussi le moment où il y a eu l'explosion de Kurzawa, hein, si je dis pas de bêtises, sur cette deuxième partie de saison, qui nous a mis pas mal de buts notamment. Donc le côté offensif, il a plutôt basculé à gauche à ce moment-là. Comme quoi les buts ça fait pas tout. Parce que si on compare les trajectoires aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas misé effectivement à ce moment-là. Ah, c'est raide. Là, c'est un peu raide pour Kurzawa du coup. En tout cas, on va voir déjà sur cette première saison, très très rarement, mais ce sera plus aussi sur la suivante, mais il y a déjà un tout premier match en tant que milieu défensif, et c'est là ce que tu disais, Boris, le fait qu'il y a eu un peu deux carrières, 2 parties dans la carrière monégasque de Fabinho. Ça va s'accentuer un peu plus sur la saison 2014-2015 avec l'arrivée aussi de Leonardo Jardim, où on va voir un peu plus régulièrement, et surtout aussi en Ligue des Champions, et c'est là où ça va être marquant. C'est un Fabinho finalement beaucoup plus convaincant et beaucoup plus séduisant au poste de milieu de terrain, qui va occuper très ponctuellement Rome. Ouais, le match qui image le mieux ça, c'est évidemment le match face à Arsenal, le match aller.
face à Arsenal, où il est milieu de terrain, parce qu'au match retour, je crois qu'il retrouve une place dans la défense. Ouais. Mais parce qu'il y avait tout simplement Toulalan qui n'était pas là. Et le fait que Toulalan soit blessé, ça ouvre une place au milieu de terrain à côté d'un Geoffrey Kondogbia. Et ouais, le choix et de Moutinho aussi, potentiellement. Le choix est fait de le tenter un peu plus à ce poste-là. Et c'est vrai qu'il va faire quand même, il va être un des joueurs clés de ce 8e de finale aller. On se rappelle, hein, c'est lui qui lance du coup Martial sur le but de Berbatov. Je crois qu'il y a un premier relais qui est fait par Martial. Et il fait même, globalement, il fait une très bonne performance globale sur cette rencontre. Et c'est vrai qu'à partir de là, on va vraiment commencer à se demander si ça peut pas être une solution de le mettre à ce poste-là, sachant qu'en plus, milieu de terrain, non, mais je veux dire, en défense, il n'était pas extraordinaire. On n'a pas particulièrement de super remplaçants, mais on a Almami Touré qui, dans le même temps, avait fait également un très bon match à Arsenal. Bon, et chez Gilet aussi avait fait un bon match. Ce match était un peu vite. Hein. Mais donc on s'était dit ouais, pourquoi pas le tester un peu plus. Il a quand même une vraie bonne qualité ballon au pied, il est capable de se projeter, tu sens qu'il est pas forcément à l'aise pour délivrer des centres, mais qu'il est peut-être plus à l'aise dans le cœur du jeu. Il a une bonne frappe de balle, le genre de choses qu'un milieu de terrain doit avoir. Et quand tu vois maintenant comment se fait sa carrière, il est maintenant clairement milieu défensif et à la limite même il est défenseur central avec Liverpool à beaucoup de reprises. Il est plus du tout sur le côté en fait. Et, en fait, ça a été une erreur tout simplement de début de carrière. Tout le monde a cru, parce que c'est pas nous, hein, mais tout le monde a cru que c'était un latéral, alors qu'en fait, bah non, c'était tout simplement un joueur qui devait jouer dans l'axe, que ça soit au milieu ou même en défense, puisqu'il fait des très bonnes performances également à Liverpool à ce poste-là. Mais il est beaucoup plus à l'aise au cœur du jeu que sur un côté où les qualités sont quand même différentes. Et c'est vrai qu'il n'a pas de grande qualité de vitesse, il n'a pas de grande qualité d'élimination réellement dans le dribble. Il n'a pas une grosse qualité de centre non plus. Enfin, en gros, c'est les qualités quand même que doit avoir un peu plus peut-être un latéral. Et là, j'aurais bien aimé, en fait, quand il arrive, peut-être qu'on le voit directement comme on a pu voir Van der Son, en fait. Tout de suite un peu plus haut, quitte à le faire jouer en fait sur le côté, je l'aurais plus vu milieu de terrain. C'est vrai que défensivement, c'était pas extraordinaire, Fabinho, mais en même temps, comme l'énorme majorité des latéraux brésiliens, hein, s'il n'y a pas une énorme défense centrale derrière, c'est souvent compliqué. On l'a vu avec Maicon chez nous, que c'était très compliqué parce que la défense était moyenne. À l'Inter, il s'est régalé parce que derrière, il n'avait pas les mêmes, quoi. Après, autant c'était pas non plus catastrophique défensivement. Hein. Non, c'était comme disait Boris, c'était juste moyen et sans vraiment grand éclat, mais surtout offensivement. Même on ne voyait pas un joueur prendre énormément. Parfois, je me souviens. Alors moi, de concentration. C'était un latéral bizarre, ni vraiment très offensif, ni solide défensivement. Donc, c'est vrai que je me souviens, moi, surtout. Je me souviens surtout, moi, c'est l'année suivante où on va se faire sortir au tour préliminaire par Valence. Et sur le match retour notamment, dès le début, il se fait. C'est une grosse cagade, non? Oui, il donne le ballon. Il fait une passe décisive. Ouais, voilà, exactement, je crois. Et derrière, c'est vrai que du coup, moi, en plus, j'étais juste devant en tribune à ce moment-là, parce que j'étais en face de ma place quasiment. Et c'est vrai que quand j'ai vu tout ça. C'est le but de Negredo, là, le ballon. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et donc c'est vrai que ça m'a tout de suite énervé en plus. En tout cas, sur cette saison-là, on va voir un Fabinho qui va prendre encore plus d'importance au milieu de terrain, être plus régulièrement aligné, surtout qu'un Toulalan est en train de... Et aussi vieillissant. On a un Bakayoko qui n'est pas du tout au même niveau que l'année d'avant, qui plus est, très clairement aussi. On a un Pasalic, on n'a jamais trop compris, mais on a un Toulalan plus souvent absent. Et donc Fabinho plus souvent aussi aligné au milieu de terrain. Et là, on va voir vraiment, encore... Ça va confirmer en tout cas le potentiel qu'il a à cette position. Et potentiel, Boris, qui va véritablement exploser la saison prochaine. Ouais, je suis qu'à moitié d'accord. Pour moi, la saison 2016, elle est vraiment
à moitié, elle est vraiment partagée entre les deux postes, et je me souviens que c'est là que j'ai commencé un peu à vriller avec Jardim aussi, en me disant bah putain, on a vu la saison d'avant que clairement Fabinho il était largement supérieur à un poste qu'à l'autre, et je trouve qu'on l'avait beaucoup revu sur cette saison 2016 quand même. Un poste d'arrière droit, c'est aussi une saison où ça bougeait beaucoup, parce que tout l'allant, un coup il était au milieu, un coup il était derrière, du coup Fabinho, un coup il était à droite, un coup il était. On avait des joueurs un peu polyvalents et qui tournaient beaucoup, mais du coup il n'a pas forcément enchaîné à ce poste de milieu défensif, et moi j'ai le souvenir d'une saison terne. Par contre, la saison d'après, on recrute un vrai arrière droit, on recrute Djibril Sidibé, qui à l'époque est peut-être le meilleur arrière droit du championnat, en tout cas dans ceux qui nous sont accessibles, dans les joueurs qui sont pas au Paris Saint-Germain. Il sort de très très bonnes saisons à Lille, et on va vraiment miser fort là-dessus, et ça permet. Ils avaient qui Paris? Je sais plus, ça devait être l'époque Aurier, ou c'est la même année peut-être. Hollandais, non? Van der Wiel. Ouais, ils ont dû avoir Van der Wiel, Aurier, c'était ces saisons-là à peu près. Peut-être une fin de Jallet. C'est du même niveau, quoi, du coup. Van der Wiel, moi, il m'a jamais fait grimper. Non, je pense que c'était un peu Aurier et Sidibé, les joueurs de Ligue 1 qui ont eu un peu de hype à un moment, les arrière-droits de cette époque-là, qui ont eu après des fortunes plus ou moins positives. Et c'est aussi un départ de Toulalan cette année-là. Et du coup, clairement, cette fois, Fabinho va être installé en milieu défensif. Il va jouer toute la saison. Je ne sais même pas s'il va s'approcher une fois du poste de latéral. J'en ai pas le souvenir, en tout cas. Pas une seule fois, je crois. Voilà, non, on avait Almami, voire Dirard. Il y a même Dirard qui a été voire Radji. Donc, oui, Radji, il a peut-être encore dépanné. Donc effectivement, là, on a clairement, enfin, Jardim a pris le parti de le mettre vraiment, cette fois, uniquement milieu. Et pour le coup, il va sortir une saison clairement exceptionnelle. Alors, il y aurait quand même un match, visiblement, contre Lille. On est 37e journée. Fabinho, arrière droit, avec un milieu de terrain, Moutinho, Bakayoko. Voilà. Le 4-0 là. 4-0, ouais. Donc je pense que on devait avoir Sidibé absent, j'imagine. Sidibé à gauche plutôt. Sidibé à gauche. Mendy absent. Non, c'est Mendy. Mais alors Mendy était sur le. Alors c'est très très bizarre parce que sur le banc on a Mendy et Touré et il a mis Sidibé à gauche. Alors je sais pas ce qu'il avait voulu faire du coup. C'était la fin de saison. Ça devait revenir de blessure. Parce que Mendy, il est quand même pas. De toute façon. On fera jamais de mur des légendes sur lui, on est d'accord? Non. Le mur de prison, peut-être. Par les blessures. Ouais. Capitaine. Mais donc, Fabinho, oui, ok. Là, tu vas peut-être réussir à trouver un match au milieu de tout ça, mais très clairement, il était passé milieu de terrain. Et par contre, c'est vrai qu'il avait aussi, malgré tout, cette formation et ses anciens réflexes. C'est qu'il couvrait toutes les montées offensives de Sidibé ou même de Mendy. Et c'est aussi pour ça qu'il était aussi fort et que Bakayoko aussi était très bon dans ce rôle-là, vraiment à venir combler les brèches que laissaient nos latéraux, qui étaient quand même très offensifs les deux. Et c'est en ça qu'ils étaient impressionnants, et lui le premier. Qualité de passe aussi qu'il avait, de projection vers l'avant aussi, très clairement. En tout cas, sur cette saison-là, on a vu un joueur tout simplement... énorme, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que ce jour-là, Fabinho nous a quand même tous... cette saison-là, Fabinho nous a quand même vraiment tous convaincus, en tout cas pour les plus réticents d'entre nous. Et donc voilà, on a vu, finalement, après une aussi grande saison, on a vu un joueur qui a eu des envies peut-être d'ailleurs, comme d'autres, ont eu un bond de sortie. Finalement, lui, on n'a pas voulu le laisser partir, on se souvient, il y avait ces rumeurs, qui étaient même plus que des rumeurs, mais il y avait peut-être une volonté de sa part d'aller au PSG. Je me rappelle évidemment, c'était le match contre Toulouse, premier match de la saison, où lui et Mbappé se font siffler au stade Louis II parce qu'ils ont envie de partir au PSG et que ça ne plaît pas, au public, et l'un partira vraiment, l'autre sera retenu un peu contre son gré. De là, Boris, une saison où il va mettre un peu de temps justement peut-être aussi à se remettre finalement du fait de ne pas avoir pu partir ou d'avoir vu son désir accordé. Exaucé. Oui. Ouais, une saison qui, dans l'ensemble, me laisse un souvenir assez mitigé, dû aussi au fait qu'on a eu des attentes énormes, parce que la saison d'avant, c'est compliqué de dire que c'est le meilleur joueur, parce que c'est un poste qui est un peu plus défensif, un peu moins en valeur, mais je
pense qu'on était nombreux à penser que c'était peut-être le joueur le plus important de l'équipe. C'est aussi probablement pour ça qu'on le retient. Il y a souvent cette image, je sais pas si c'est un cliché ou pas, mais que c'est souvent ce poste un peu du milieu devant la défense qui est finalement celui qui tient un petit peu la structure de l'équipe et qui est le plus compliqué à remplacer. Ça va d'ailleurs plutôt se confirmer par la suite, hein. Et on va peut-être avoir bientôt le même problème. Même problème. Mais voilà, oui, moi je me souviens d'un début de saison en tout cas assez décevant. On a un départ de Bakayoko, mais avec un milieu Fabinho Moutinho, on pensait avoir de quoi vraiment avoir un milieu qui reste très dominateur en Ligue 1, voire en Coupe d'Europe, ça va pas forcément être le cas. Deuxième partie de saison où il va quand même relever un petit peu ses standards, son niveau, et rester de toute façon un titulaire assez indiscutable de cette équipe, mais voilà, plus du tout avec la même impression de dégager à ce moment-là, probablement parce que l'équipe aussi était un petit peu moins forte, un petit peu moins dominatrice autour, mais qui va laisser malheureusement un petit goût un petit peu décevant sur cette dernière saison qui est pas du même niveau, ni collectif, ni individuel. On se rappelle justement la saison d'avant, ça me fait penser, je vais en parler, mais il y a cette finale aussi de Coupe de la Ligue, finale où il est absent, et une absence qui nous cause aussi certainement beaucoup de tort. Je crois que Falcao aussi était absent, il me semble. Sur cette finale-là. Donc c'est vrai qu'on avait quand même... Je crois que Drexler était hors jeu aussi sur l'ouverture du score. Oui, ça, bon, détail, hein. Ouais. Et Germain était capitaine aussi, Rome. Voilà, c'est cadeau. Ah bah il n'y avait rien qui allait. Allez. Et c'est vrai qu'on avait souvent... Il y a un truc, je me rappelle, qu'on disait souvent à l'époque, c'est que Fabinho, Bakayoko, c'était bien, Fabinho, Moutinho, c'était bien. Par contre, s'il n'y avait pas Fabinho, c'était pas la même, quoi. Moutinho, Bakayoko mis ensemble, s'il n'y avait pas Fabinho, on perdait déjà, pour le coup, directement au niveau. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ces absences, parce qu'on rappelle aussi celle de Falcao, elles ont peut-être aussi fait beaucoup de mal sur cette finale, même si bon, le score final est très flatteur pour Paris à la fin. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on avait un joueur qui avait rayonné et et comme tu disais, Boris, qui avait beaucoup moins rayonné la saison suivante. Ouais, j'ai retrouvé les notes, hein, parce qu'on notait à l'époque. Donc le début de saison en fait est bon, hein, du club. On s'en rappelle. Oui, hein, le mois d'août. Falcao, même le mois de septembre, hein, je vois les notes de Falcao, c'est que des plus de 8 quasiment à tous les matchs. Falcao, en Ligue des Champions, c'est que le truc, c'est que il y a des matchs de Ligue des Champions au milieu où là tout le monde prend des cartons parce que c'est les notes des auditeurs. Donc autant vous dire que je n'ai même pas besoin de regarder contre qui on a joué. En regardant les notes, tu sais, parce que tu vois que ça passe de 7 en championnat, et puis hop, ça c'est un match de Coupe d'Europe, il n'y a eu que des 2. Donc, mais Fabinho, au final, sur l'année, est le milieu de terrain qui a la meilleure moyenne, devant assez largement, même derrière Thomas Lemar et Joao Moutinho. Ouais. Quand même pour chez moi, il était derrière Moutinho, j'ai aussi retrouvé les notes. Ouais, je sais pas. Il était quand même derrière Moutinho. Ouais, je sais pas, moi, ça se jouait dans un moto. Après, là, c'est pas mes notes individuelles, hein, c'est les notes des internautes. Mais après, je suis d'accord, c'était par rapport aussi aux attentes. Mais moi, cette saison de Fabinho, je l'ai toujours trouvée plutôt bonne. C'est que l'attente globale avait été forcément pas trop respectée. Après, on le rappelle, on finit second avec 80 points. Cette année, au mieux, on va faire second. C'est pareil, dans l'absolu, mais avec 71. Maximum, ouais. On a fait, tu veux dire. Mais c'est marrant, mais c'est vrai que j'avais déjà un peu dressé le parallèle justement entre ces deux saisons. En tout cas sur le sentiment que ça. Avec la victoire à Lens, on a assuré la mais c'est ce que je disais pendant le débrief, parce que vous savez que là on est avant le match contre Lens, au moment où on enregistre. Mais c'est ce que je disais pendant le débrief, Damien, c'est que on pouvait faire le parallèle avec cette saison, sauf qu'en fait la dynamique était complètement inverse, c'est qu'on avait commencé sur les chapeaux de roue pour au final petit à petit perdre un peu et puis finir à une bonne quinzaine de points du PSG, alors que cette année c'est le sentiment inverse. Et puis il y avait eu la Ligue des Champions aussi qui avait été un crève-cœur total, où on avait été déchiré de A à Z, à l'exception du premier match où on fait un bon à partout, je crois, à Leipzig, but de Thielmans en plus, si je ne dis pas de conneries. Donc ça, tu commençais bien, tu faisais un parcours quasiment dans. Et puis derrière, la catastrophe, quoi. Tu gagnes plus un match. Enfin, c'est. Mais c'est la pire campagne européenne de l'histoire. Mais finalement, c'est là qu'on se dit qu'en fait, on a le sentiment qu'on s'était écroulé, alors qu'en fait, si on regarde, on a perdu en championnat, je parle.
entre la 16e journée et la 38e, on n'avait perdu que 2 fois. Alors les 2 fois, on s'était fait un peu humilier parce que c'était contre Paris le 7-1, on s'en souvient, Boris. Et la semaine d'après, on s'en souvient, enfin moi je m'en souviens encore parce qu'en plus j'y étais à Guingamp, on perd 3-1. Mais en fait, on perd que 2 matchs sur ces... La chemise à carreaux, je m'en souviens. Il y a des photos pour immortaliser tout ça. Mais c'est vrai qu'au final, on perd très très peu, on gagne majoritairement, il n'y a pas tant de matchs nuls que ça. Donc c'est vrai que on a des sensations qui restent comme ça, qui sont pas forcément très très bonnes, alors que les faits montrent que finalement, c'était pas si catastrophique. Le problème, c'est que c'était souvent des matchs aussi, des contenus de matchs qui étaient pas franchement tip top. On parlait d'un Fabinho que tu sors d'une année extraordinaire aussi, ça change beaucoup de choses. Et puis on parlait d'un Fabinho qui avait mis du temps à retrouver un peu ses standards. Dans le même genre, on avait aussi un Thomas Lemar qui avait pareil dû... qui les a jamais retrouvés. Ouais, voilà. Qui avait dû digérer aussi Il avait été clé malgré tout. Ouais. Malgré tout, il est clé. Lemar sur beaucoup de matchs, il fait quand même quelques passes. Après, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est que c'est décevant par rapport à ce que tu attends, parce que tu te dis qu'on sort d'une saison extraordinaire. Bon, t'oublies pas quand même qu'on a perdu beaucoup d'éléments clés, mais tu te dis que ces joueurs-là, ils vont confirmer, potentiellement même ils vont faire encore mieux, et puis finalement c'est pas le cas. Mais après, on retourne encore en finale de Coupe de la Ligue, faut pas l'oublier encore, tu vois. Donc en fait, cette saison-là, sur le moment, elle est décevante. Maintenant, avec un peu de recul, elle est pas si catastrophique en vérité. Et après, voilà, c'est parce qu'il y a et avec un groupe qui avait beaucoup changé. Encore une fois, tu perds quasiment la moitié de tes titulaires, et puis pas n'importe lesquels. Et des joueurs qui n'ont pas vraiment répondu aux attentes, des Tielemans, des Jovetic qui ont été bons 1 mois et demi, 2 mois en tout dans l'année. Pareil, Rony Lopez qui s'est jamais... on voyait bien, Bernardo Silva avait quand même un Rony Lopez dans chaque orteil. Bon, il y avait quand même des grosses différences. Côté gauche aussi, en défense, Benjamin Mendy qui était parti alors que il avait quand même été un très très fort dynamiteur. Rachid Ghezal. Tu veux dire que Diakabi n'était pas Bappé ? Non, on a remplacé Bernardo Silva par Rachid. Et aussi une absence, un départ très préjudiciable, celui de Valère Germain, rappelons-le aussi. Peut-être le plus handicapant, ouais. Je sais pas la tête. Ça sert à rien de rebondir, vous ne croyez même pas à ce que vous dites. Ah bah si, parce que 3 ans après, on réclame son retour encore. Vous avez quand même conscience que si les supporters de l'OM font comme nous, il sera clairement dans leur équipe pipe de la décennie. Ouais, mais il a été mal utilisé. Je sais pas, parce qu'en attaque, ils en ont eu quelques-unes quand même. Ouais, je pense que le grand attaquant Mitroglou sera toujours avec Mitroglou. Il est resté longtemps. Ouais, c'est vrai, il y a Mitroglou. Mais en tout cas... Une doublette, quoi. Non, mais en tout cas, ça a compté. Non, mais... On peut dégainer un mur des légendes vers Valère Germain si vous voulez d'ici la fin de saison. Hors série. Ouais, je pense que il y en a d'autres avant qu'on n'a pas fait qui passent encore avant lui quand même. C'est une plaisanterie, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, effectivement, tu rappelles. Je te rappelle qu'on n'a pas fait Moutinho. Non, Moutinho quand même. Non, et vous avez remarqué, 100 fois plus un mur. J'ai pas poussé au cul pour ça, donc voilà. En tout cas, voilà. Fabinho, du coup, une saison avec, pour Boris et moi, une appréciation un petit peu différente de la tienne, Rome, et qui va finalement cette fois partir. Donc... Pas bien vendu du tout. 45 ans, c'est justement moyen. Après, peut-être qu'il lui reste qu'un an de contrat, mais par rapport à toutes les ventes qu'on a pu faire, c'est quasiment le moins cher que Bernardo, que même Benjamin Mendy, je crois que c'est dans les mêmes eaux. Donc, non, c'est pas... Non, c'est moyen. En tout cas, aussi 2 choses qu'on peut retenir de Fabinho. La première, c'est un tireur de penalty assez incroyable. Un seul échec sur ses 22 tentatives. Et quel échec. Et quel échec contre Dortmund. Au final, sans préjudice, mais au moment où ça arrive... 21 tentatives réussies quand même, c'était assez impressionnant. Enfin, je pense qu'on n'a pas vu de meilleur tireur que ça. J'en connais qui ratent leur tir au but important dans des séances de tir au but, alors qu'ils les mettent toutes. J'allais dire Ben Yedder, il n'a pas raté des masses non plus. Mais... Cette année en championnat, il les a tous réussis, mais il a raté celui qu'il fallait pas. Ouais.
Ouais, c'est quasiment le pire qu'il a raté. Hein. C'est terrible. Hein. Et puis c'est vrai qu'à Monaco, alors il a très peu un taux d'échec très très bas, hein, Ben Yedder, mais c'est vrai que c'est quand même en dessous de Fabinho, mine de rien. Donc voilà. Et puis deuxième chose c'est un aussi. attaquant, un milieu. Oui, après la technique, ça. La valeur technique. Bon. C'est quand même 90% du temps, c'est les attaquants qui tirent les pénaux. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai que quand Falcao offensif. Parce que c'est vrai que quand il y a. Oui, dans ce sens-là, je croyais que tu voulais dire par rapport au taux de réussite. Et aussi. Non, mais c'est vrai. Et puis t'as raison de le souligner, il y avait un Radamel Falcao qui, quand il jouait, les prenait quasiment tous aussi. Hein. Ouais, plutôt, ouais. On avait ce petit débat, en tout cas. Ouais. Ouais, c'était vrai. C'est plutôt oui, mais comme de mémoire, on mettait quand même pas mal de branlés, en tout cas l'année du titre. Falcao jouait pas forcément les 90 minutes, et c'est vrai que si tu regardes les feuilles de match, on a beaucoup de matchs où on marque très tôt et très tard. Souvent, on pliait les matchs en 10-15 minutes, tu menais déjà peut-être pas 3-0 non plus, mais au moins 2-0. Et puis en fin de match, tu refaisais un petit écart. C'est pour ça que Carrillo finit l'année avec 10 buts. Par exemple. Et Fabinho, du coup, je crois qu'il a quand même quelques pénaltys justement dans ces fins de match où il n'y a plus Falcao. Et du coup, il en profite. À l'époque, Mbappé devait moins casser les couilles pour les tirer. Oui, non, Mbappé, il fermait sa gueule, il tirait rien, quoi. Non, je crois pas qu'il en tirait. Hein. Ou s'il a peut-être, ça s'est peut-être présenté, mais une fois ou deux, mais pas plus. Mais oui, clairement, il y avait Falcao en numéro 1 et Fabinho en numéro 2. En tout cas, quand les deux étaient sur le terrain. C'est vrai qu'on aurait pu faire un petit débat, Boris, parce que, bon, a priori, en tout cas, Fabinho a raté moins que Falcao. Falcao les raté quand il faisait n'importe quoi sur sa course d'élan, majoritairement. Les deux ont raté en Ligue des Champions dans des matchs allés. Départ à Liverpool en 2018. La deuxième qualité aussi de Fabinho sur laquelle je voulais revenir aussi, c'était une qualité physique assez incroyable, puisque Fabinho ne s'est quasiment jamais blessé en 5 ans. Alors on nous racontait même qu'il avait des fibres musculaires absolument exceptionnelles. Enfin, c'était l'humain 2.0 quand on parlait, mais voilà, c'était un joueur qui n'a connu quasiment aucune blessure pendant son passage à l'AS Monaco. Alors l'inverse de Fabregas qui n'a connu quasiment jamais la santé depuis qu'il est à Monaco. Et de Jovetic quasiment aussi, si on accepte la dernière saison. Et Pellegrini, ouais. Pellegrini, là je vous bats tous, hein. Il est intouchable. Mais voilà, en tout cas, Fabinho qui était au niveau physique absolument exceptionnel, puisqu'il enchaînait des saisons absolument monstrueuses en termes de volume de matchs joués. Voilà, c'était assez impressionnant de ce point de vue-là. Pour regarder un petit peu les statistiques de Fabinho, donc les 5 saisons disputées, 233 matchs joués, 31 buts inscrits, donc avec 21 sur penalty déjà. Et aussi, alors une stat importante, 38 matchs joués en Coupe d'Europe, avec voilà, tout ce qui est Moutinho, Subasic, tout ça. Tous ces joueurs-là ont évidemment joué 33 de C1 sur les 38. Ils ont joué un nombre important de matchs. Après, il y a les tours qualifs aussi qui comptent. Oui, c'est pas tout à fait comptabilisé comme Ligue des Champions, mais en tout cas le barrage, oui. Mais il y a la musique. Il y a la musique au barrage. Pas au tour préliminaire. C'est la Ligue des Champions. S'il y a la musique, c'est la Ligue des Champions. Oui, mais du coup, ça fait 2 sur 4. Ça en ferait 4 de moins quand même. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est quand même. Voilà, du coup, il fait partie de ces joueurs les plus capés en Europe sous le maillot à la diagonale. Le seul petit bémol, du coup, que j'apporte. Attendez, c'était quoi? Non, je sais plus ce que je voulais. C'était pas appelé avec le Brésil parce qu'ils ont un voilà, merci. Merci Boris, c'est exactement ce que je voulais rappeler. Puis je vais te lancer dessus, Rome, parce que je sais que les sélections, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Le petit point noir au tableau pendant le parcours monégasque de Fabinho, c'est qu'il n'y a pas de sélection, en fait, avec le Brésil. Ou alors, ou très très peu, mais il fait clairement pas partie des joueurs appelés partités à l'époque. Ouais, il y a des sélections, il en compte 25 maintenant, mais il y en a 4 pendant sa période monégasque, en 2015-2016, c'est-à-dire que l'année par exemple exceptionnelle, et puis celle d'après avec la Coupe du Monde, il n'y est pas.
Et c'est vrai qu'on n'a jamais trop vraiment eu le pourquoi du comment, parce qu'après c'est le Brésil et que bon, passe vraiment si on a peut-être des auditeurs qui s'y intéressent et qui regardent un peu plus dans les détails. C'est le complot. Il y avait des histoires comme quoi il voulait le voir plutôt jouer au poste de latéral, comme milieu de terrain, il avait quand même du monde, et c'est vrai, hein, avec les Casemiro, Fernandinho, tant que je crois qu'il avait largement le niveau, en tout cas à minima de Fernandinho. Casemiro, c'est un profil différent aussi, donc les deux ensemble, moi, je trouve que ça aurait été plutôt pas mal. Mais donc ouais, il n'était pas appelé, maintenant c'est le cas. Est-ce que c'est aussi par rapport à l'image dans le club où il jouait, Monaco? Oui, mais non, parce qu'on a aussi quand même eu des mecs qui ont été appelés dans des sélections. Donc ouais, il faudrait peut-être se renseigner d'un peu plus près, mais comme des sélections ont dû se demander pendant très longtemps pourquoi on n'appelait pas Karim Benzema dans notre liste, alors qu'on avait le meilleur numéro 9 du monde, ou presque. Alors, je ne compare pas Fabinho, mais il y a dans toutes les sélections des histoires où si tu t'y intéresses pas de plus près, tu te demandes toujours, mais pourquoi lui, il n'est pas avec son équipe nationale? Pourquoi Valère Germain n'a jamais été appelé? Parce qu'il n'avait pas de tatouage. Bon, c'était ça le truc. Si c'était appelé Avec Rodriguez, l'équipe qui avait des d'Argentine. tatouages. Ouais, voilà, mais toutes les nations ont des trucs comme ça un peu bizarres. Folios Hermanos. Los Hermanos. Gus Fring. Donc voilà. C'est un milieu allemand. Très peu de- Non, mais c'est vrai que en très fait, peu de Brésil. ce qui a renforcé un peu la thèse, pas complotiste, mais que Tite n'aimait pas Monaco, c'est que dès qu'il signe à Liverpool, il est sélectionné avec le Brésil. Ouais, c'était un peu le. Ouais, oui. Donc, Voilà. C'est vrai Mais je pense qu'on a rarement ou jamais eu un joueur qui a vraiment pu s'installer en équipe du Brésil. En même temps, l'équipe du Brésil, ça a longtemps été et souvent été une des meilleures du monde. Hein, mais on avait fait un peu l'émission sur Anderson, on en avait parlé. Aujourd'hui, on peut se poser la question est-ce que Caio va y arriver ou pas? Mais voilà, à l'échelle des joueurs qu'a le Brésil en général, on est peut-être encore un peu petit, quoi. Même si cette saison-là, on fait évidemment. On est une des toutes meilleures équipes du monde. Quid de Maicon, qui sur notre passage devait déjà y être, non? C'est pas. Faudrait vérifier pour faudrait Maicon. vérifier. Je sais pas, parce qu'il y avait encore Cafu jusqu'à Ouais, non. 2006. Hein. Donc peut-être en remplaçant, je suis pas sûr qu'il fasse la Coupe du Monde 2006, Michael. Il fait la Copa América en 2004. Ouais, donc avant de venir. Ouais, donc ouais, après c'est vrai qu'il il est souvent sur le banc aussi quand même après en 2004. Souvent, t'as l'impression qu'au Brésil, ils préfèrent même des joueurs de leur club à eux que des joueurs de clubs un peu moyens en Europe. Quoi. T'as l'élite des clubs européens, ensuite t'as l'élite des clubs brésiliens et après t'as le reste des clubs européens. Ouais, c'est Je pas rappelle très que Jemerson installé. a été appelé. Hein. Jemerson a été appelé par le Brésil. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, avançons, messieurs, et maintenant parlons du vote pour savoir si Fabinho est sur le mur des légendes. Roulement de tambour. Voilà, donc non, Fabinho n'est pas sur le mur des légendes. Rome ainsi que les auditeurs, donc vous avez voté oui, et puis nous, Boris et moi, avons À combien de pourcents mis notre combien de veto. pourcents, Damien 80% pour Fabinho, pour les C'est auditeurs. vrai. Je pense qu'on va se prendre un shitstorm avec Damien. Là. Franchement, j'ai rien pris après Falcao, donc je suis serein. Et là, notre vote est décisif. Oui, c'est qu'il y était quand même au final, comme d'Alger. Non, pour moi, bien sûr qu'il doit être sur le mur parce que depuis vraiment que je suis le club, je pense que c'est le meilleur milieu de terrain que j'ai vu évoluer au club. Milieu de terrain, donc en prenant les défensifs et les relayeurs, hein, j'enlève évidemment les offensifs, mais il est devant d'autres très grands comme Lamouchi, mais c'est quand même un ton au-dessus. Il est resté plus longtemps. Il a quand même une sacrée longévité, hein, 230 rencontres dans le football actuel avec Monaco, ça va devenir une rareté. Évidemment, c'est pas 230 rencontres de très très haut niveau. Il arrive, il est très très jeune, mais malgré tout, il s'installe tout de suite comme titulaire. Il va y avoir ce changement de poste, donc tout n'est pas parfait évidemment lors de toute cette rencontre, mais c'est quand même globalement très bon. Il y a évidemment cette saison extraordinaire en 2016-2017 où il est à minima dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'année. Voilà, il est resté au club, il n'a pas fait tant que ça la gueule que ça malgré tout, alors que on entendait souvent des rumeurs sur un potentiel départ, pas qu'en 2017, hein, même les années d'avant, dès 2015,
il devait déjà très certainement intéresser des équipes, et il n'y a pas de raison, quand tu vois que d'autres sont partis, comme Kondogbia, je vois pas pourquoi Fabinho a intéressé forcément beaucoup moins. On l'a toujours regardé, il a toujours plutôt fermé sa gueule. Bah non, c'est une vraie réponse. Mais non, mais c'est pas vrai en plus. Mais bon, bref, il n'aurait pas été titulaire pendant si longtemps et en étant aussi peu mis en danger par n'importe quelle concurrence en plus. Donc non, dès 2015, il est bon. Après, il y a forcément des hauts et des bas, mais et puis sa saison 2017-2018, pour moi, elle est loin d'être mauvaise. Donc ouais, pour moi, c'est une légende. C'est un joueur qu'on a eu énormément de mal à remplacer. Et puis, il faut aussi représenter un peu plus cette saison 2016-2017, qui pour moi reste la plus grande année de l'histoire du club. Moi, j'ai mon quota sur cette saison-là. Avec la plus grosse adversité en championnat. Donc, pour moi, voilà. Ouais, tu as mis Bernardo, je crois. Oui. Mais il a une longévité qui est incomparable avec Bernardo. Donc, sur ça, voilà. 2 saisons en de termes plus, de... Ah oui, mais ça fait 80 matchs, quoi. 80 matchs pour Fabinho, après pour d'autres, ça ferait 50. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le volume aussi. Enfin, c'est vrai que le volume, on l'a dit, comme c'est un mec qui se blessait jamais, c'est forcément le volume de matchs de Fabinho est absolument monstrueux par saison. Mais oui, ça veut dire qu'il est titulaire, quoi. Enfin, après, sauf que moi, voilà, Fabinho, c'est un joueur qui m'a jamais, comme tu disais, il m'a jamais fait grimper au rideau. Je peux comprendre, hein, mais oui, il y a cette saison, voilà, 2016-2017, mais oui, auparavant, j'étais quand même beaucoup moins emballé par déjà toute la période en tant qu'arrière droit, qui a quand même duré bien 2 ans et demi quand même, parce que c'est quand même, voilà, si on compte le nombre de fois où il a joué latéral droit et milieu défensif sur les deuxième et troisième saisons, bon, c'est quand même en majorité comme latéral droit. Et puis j'ai aussi, un peu comme Boris, cette saison 2017-2018, je vais pas dire en travers de la gorge, ce sera un peu trop excessif, mais voilà, je trouve qu'il avait quand même nettement baissé de niveau, en tout cas qu'il était quand même moins bon. Alors il y avait aussi un contexte autour qui était quand même moins exceptionnel, mais voilà, j'étais un petit peu aussi déçu. Alors il a pas fait la gueule longtemps, on est d'accord. Un petit peu au début, on sentait un peu de frustration, mais il s'est quand même remis assez vite dans le bain, plus vite même qu'un Thomas Lemar, je trouvais. Parce que bon, c'est pas non plus un caractère trop difficile, Fabinho, au final. Donc voilà. C'est un meilleur joueur aussi. C'est un meilleur joueur que Thomas Lemar. Il a un plancher plus haut. Il a un niveau plancher qui est exceptionnel. Et on le voit, voilà, depuis qu'il est parti, très honnêtement, pour moi, il est le deuxième meilleur derrière Mbappé, parce que c'est Mbappé que même si je sais que beaucoup le détestent, mais quel joueur. Mais sinon, c'est lui le meilleur à être parti. Après, Bernardo est quand même monstrueux aussi avec City cette saison. Bien sûr. Mais bon, en tout cas, ça c'est encore un autre. Voilà. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a été décisif. Et il peut en gagner une deuxième. Pour se qualifier en finale. Et il a été décisif en plus. Ouais. À voir si. Je sais pas si ça sort avant ou après. Non, c'est normalement ça. Peut-être qu'il en a gagné une deuxième depuis la sortie de l'émission. C'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours. Oui. Normalement, oui. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais on verra. Il a failli jusqu'au doublé de Benzema dans les arrêts. Putain, ils vont pas le refaire encore une fois. Après, à voir, est-ce qu'il est pas blessé aussi, je sais pas, parce que il était sorti sur blessure là il y a pas longtemps. C'est dans 10 jours. Ouais, je sais pas. Ouais. On verra bien en tout cas pour son avenir, mais voilà, effectivement, c'est un joueur qui a derrière montré un très très haut niveau à Liverpool depuis. Bon, Boris. Les raisons que j'ai invoquées, je pense qu'elles sont un petit peu les mêmes que les tiennes. Tu dis ça pour que je fasse court, c'est ça ? Non, je sais pas, peut-être. Non, je déconne. Non, mais oui, en bonne partie, je suis totalement prêt à avouer que... Enfin, je suis... Tu le mets dans le vestibule ? Je pense qu'en tout cas, je suis pas encore 100%, comment dire... pas la question.
J'en ai marre de cette question. On n'a pas fait de point d'Alger d'ailleurs. Je commence à m'inquiéter. Non. Je suis peut-être pas encore 100% lucide pour ce joueur parce que c'est proche dans le temps. Il y a du vécu proche et puis il y a cette dernière saison, etc. Alors, bizarrement pour Je Falcao, pense t'as que eu c'est du tout à fait recul. légitime de le mettre. Honnêtement, quand tu regardes les critères, il les remplit en bonne partie. Il les remplit en bonne partie tous. Évidemment, les 5 saisons ne sont pas 5 saisons de haut niveau. Et ça, on le sait bien parce qu'on les a débriefés, on a fait les matchs, on était là, on les a suivis. Mais honnêtement, c'est le cas de à peu près 99% de tous les mecs qu'on a fait ici. C'est plus qu'il y en a d'autres où c'est plus loin dans le temps, où nous, on l'a moins vécu, on fait moins gaffe. Mais un joueur qui joue 5 saisons dans une équipe compétitive et qui est excellent sur une et correct sur 5 podiums. Ouais, 5 podiums sur 5. Le mec qui est excellent sur une saison est correct sur les 4 et que sur cette saison, il y a titre, il y a demi-finale. Moi, je peux comprendre tout à fait et c'est assez légitime. Hein, et je l'aurais peut-être fait pour d'autres joueurs. Je sais pas. Moi, à ce stade, je n'arrive pas encore à l'associer à ce terme de légende. Peut-être un petit goût d'amertume qui m'est resté. Mais voilà, j'ai un dossier à suivre dans le temps. Peut-être que plus il devient une légende du sport, du jeu en général, peut-être que ça va aussi rehausser, même si c'est plus chez nous, son statut, parce qu'on sera de plus en plus fiers finalement que ce soit chez nous qu'il ait explosé. Mais oui, je rejoins Rome, il disait c'est peut-être le meilleur milieu, en tout cas sur la partie défensif relayeur qu'on ait vu jouer. Après, pour moi, c'est pas forcément cohérent, parce que je pense que j'en ai mis aucun autre dans ceux que j'ai vu jouer sur le mur, hein, que ce soit des Lamouchi, des Bernardi. Le premier que j'ai mis, c'est Petit, mais que j'ai finalement pas connu chez nous, donc je pourrais pas forcément dresser le comparatif. Donc voilà. Bon. Moi, à choisir, j'ai mis ni lui ni Bernardo. J'aurais presque tendance à mettre plus Bernardo pour le côté un petit peu legacy, en fait, l'espèce de code d'amour et de vraies relations qu'il avait créé. Il a 2 saisons de moins, mais finalement, c'est 2 saisons un peu moyennes. C'est les 2 saisons aux extrémités qui ne sont pas les plus intéressantes non plus. J'ai Fabinho, donc voilà, ces 2 joueurs, pour moi, c'est les 2 deuxième places. Hein. Parce que oui, collectivement, mais je veux dire, lui individuellement, c'est pas les plus. En tout cas, la première, c'est sûrement la moins intéressante hein, pour lui. Oui. C'est aussi celle de son arrivée. La dernière, ça se discute plus. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 joueurs de cette génération avec Falcao que j'ai mis pour le coup, qui méritent le plus d'y être. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à mettre ces 2-là, mais voilà. On en reparlera peut-être dans 10 ans. Ça viendra. Et je dirais non, tu es un con. Et à la question, tu veux que je fasse court, la réponse était oui. Mais c'était un contre-pied. Il n'y avait pas envie. Un contre-pied parfait. Bon, en tout cas, du coup, Comme Fabinho contre-pied. Un petit coup d'œil. C'est vrai que la Legacy, j'en ai pas trop parlé, mais bon, voilà. Enfin, ça rejoint un peu la phrase quand j'ai dit il m'a jamais fait monter au rideau, voilà. Contrairement à Bernardo pour le coup. C'est vrai que la cote d'amour n'était pas la même. Comme nous, il est quand même globalement apprécié. Oui. Tu peux difficilement faire autant que Bernardo quand même. Oui, mais c'est vrai qu'il est apprécié. Après, c'est vrai que moi, je l'aime pas plus que ça pour moi, donc c'est vrai que ça m'a toujours un peu dépassé, j'ai envie de dire, mais oui, en vous tout êtes cas... des cagoles, vous mettez que les joueurs offensifs. Voilà, ça fait 2 petits passements de jambes. Oh là là, il faut qu'ils soient ballon d'or. Et les défenseurs et les milieux, je dis jamais rien. Voilà. Non, mais on voit les joueurs qui veulent pas aller au PSG. On le voit dans tous les votes au ballon d'or, dans tous les votes aux meilleurs joueurs de la Ligue 1. Voilà, c'est toujours des attaquants. C'est parce que ça marque des buts. Voilà. Ben, vous faites pareil avec Bernardo. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup Bernardo aussi, mais Fabinho. Plus important. Très bien. Plus important. Petit coup d'œil du coup sur le mur, puisqu'on n'a pas mis que des joueurs offensifs, puisque le dernier entrant du coup reste Claude Puel, qui lui était vraiment pas offensif. Ouais, voilà. Et lui, on l'a pas vu aussi. Peut-être que si on l'avait vu. Ouais, mais non, après il y a des critères. C'est très bien pour qu'on l'a mis. Ben voilà, oui, c'est certain. On l'a mis, Claude Puel. C'est pas pour le niveau. Prochaine émission du coup, donc ce sera l'émission numéro 46. On va parler de Dominique Bijota, donc un joueur formé au club, voilà, qui a évolué donc à l'AS Monaco qui a traversé toute la décennie 80 avec une petite interruption. Tu viens de dire tout ce que je savais sur lui là.
Eh bien, emmerdé pour la semaine Eh prochaine. bien, tu as une semaine pour travailler tout ça, donc ça tombe bien. Tu as une semaine pour te préparer, c'est bien. Il va falloir qu'on se change alors, les gars, pour être crédible. D'ailleurs, tu mets plus ton maillot RMC. Il a rétréci au lavage ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tu rigoles, mais je peux quasiment plus le mettre. Ouais. Je peux le mettre, mais je suis un peu engoncé dedans. Un peu boudiné? Non, boudiné, c'est pas le mot, mais engoncé. Non, j'aurais dû prendre XXL en fait. D'accord. Bon, Et pas XL. ok. En tout cas, voilà, donc on vous laisse là sur cette émission pour Fabinho et on vous donne évidemment rendez-vous donc lundi prochain pour une émission sur Dominique Bijota. Merci Boris et merci Rome pour votre participation et merci à tous de nous avoir suivis. Allez, salut à tous et Dagemonego. Ciao ciao. Et bisous.